Je vous ai parlé de mes favoris, hein, mais ceux-là, je pouvais pas ne pas vous en parler. Alors voilà, mes mentions spéciales. Allô, allô, c'est Karine de Mon Coin Lecture et bienvenue dans la deuxième partie de mes vidéos de fin d'année, c'est-à-dire mes presque préférés. En fait, j'avais une longue liste et il y en a que j'ai pas mis dans ma liste des préférés, mais il fallait, je vous en parle, il fallait. Comme j'ai dit dans ma précédente vidéo où je vous parlais de mes favoris, je vais vous la mettre là. J'ai fait beaucoup de bonnes lectures cette année. C'est même étonnant. Vous allez voir la prochaine vidéo, là, c'est mes déceptions. J'ai eu de la misère à en trouver parce que sincèrement, on dirait que je suis rendue bonne pour choisir mes livres, tu sais. On dirait. Alors, on va y aller. Je vais vous parler de mes mentions spéciales de 2023. Encore une fois, aucun ordre particulier. L'ordre de la liste, l'ordre de la pile. Puis, je vous rappelle que pour choisir mes coups de cœur, en fait, je les liste de mémoire parce que pour qu'ils soient un coup de cœur, il faut que je m'en rappelle. Puis ensuite, je retourne dans ma liste pour voir si vraiment j'aurais eu un moment de folie puis j'aurais oublié quelque chose, mais ça arrive pas souvent. J'ai une mémoire bizarre. Genre, j'oublie si j'ai mangé ou pas ce midi, mais je me rappelle le livre que je lisais en février 2001. Ouais, je sais. Alors, le premier roman dont je vais vous parler, c'est une de mes très récentes lectures. Il s'agit de Tress de la mer émeraude de Brandon Sanderson. C'est un auteur que j'aime beaucoup, j'aime son Cosmere, j'aime la façon qu'il a de rappeler certains personnages d'une série à l'autre, et ici, je pouvais pas ne pas aimer parce que le narrateur, c'est Oid. D'accord? Oid est dans un drôle d'état. Mais quand même, il reste drôle. J'adore la narration de ce roman-là, c'est pour ça qu'il est ici d'ailleurs. En fait, quand j'ai commencé à lire, ça me rappelait The Princess Bride, et j'adore The Princess Bride, et je ne vous imiterai pas Inigo Montoya. Il est là. Il est juste derrière. C'était autant un peu ridicule que ça. Genre The Princess Bride, mais si la princesse avait décidé de partir à la recherche du prince. C'est totalement ça. Et quelle surprise à la fin du roman de voir que ça avait été exactement l'inspiration de Brandon Sanderson. On connecte, je vous dis, on connecte. Donc, c'est l'histoire de Tress. Tress, c'est une jeune fille qui lave des vitres sur une toute petite île où les océans sont faits de spores qui peuvent un peu les tuer dès qu'ils sont mouillés. Moi, je sais, ça a l'air compliqué, mais lisez-le, vous allez comprendre. Tress, notre héroïne, c'est une jeune fille douce, gentille. Elle est amoureuse de Charlie, qui est un peu le fils du chef de l'île, donc un peu trop haut placé pour elle. Et elle, ce qu'elle préfère sur la terre, à part laver les vitres, en fait non, même plus que laver les vitres, c'est collectionner des tasses de thé. Vous pouvez vous imaginer à quel point elle n'était pas préparée pour l'aventure. Mais un jour, le père de Charlie fait une machination pour aller le marier avec quelqu'un d'autre. Il va résister à sa manière, va se ramasser prisonnier d'une sorcière et Tress va décider d'aller le récupérer. On s'entend, il n'y a rien qui va se passer comme prévu, elle va se ramasser sur un bateau pirate, mais c'est ça, une jeune fille qui sait rien faire à part laver des vitres sur un bateau pirate. Et qui surtout veut sauver son homme. C'est très drôle, ça fait chaud au cœur, c'est un peu une found family, j'aime ça. J'ai adoré, c'était un excellent moment de lecture, sincèrement un divertissement pur et simple, et en plus là-dedans il y a des super jolies images. Si on regarde comme ça, il y a des moments qui sont désopilants, je recommande. Mais tu sais, c'est limite quasi fantasy, mais avec high stake, mais un peu quasi, vous voyez ce que je veux dire. Ensuite, on va rester dans la fantasy et je vais vous parler de la finale de Robin Hood, c'est-à-dire que j'ai terminé tous les tomes de l'Assassin Royal, c'est-à-dire toute la série avec Fitz et le Fou, celle-là. Là. Pour moi, ce sont des personnages qui existent. Je trouve que cette finale était juste parfaite. Je ne vais pas m'étendre parce que je vous en ai parlé dans d'autres vidéos. Je vous en ai parlé souvent. Puis c'est difficile d'expliquer où est-ce qu'on en est rendu à la fin, à des gens qui ont peut-être pas lu le début pour ne pas spoiler. Bref, la seule raison pour laquelle je l'ai pas mis dans mon top favori de l'année, c'est qu'en fait, je pense que j'ai un petit peu préféré Les Aventuriers de la mer. Mais si vous aimez la série, si vous aimez Fitz avec toutes ses contradictions, en fait, c'est un homme brisé, Fitz. C'est un homme brisé qui a essayé, mais qui a des réactions de troubles d'attachement épouvantables. Si vous aimez le fou, si vous avez envie d'avoir le cœur brisé, allez-y, terminez cette série-là, ça vaut la peine. Maintenant, totalement un autre registre, Bernard Schlink avec La petite fille. Bernard Schlink, là, pour moi, c'est la subtilité. C'est un auteur qui est allemand et qui porte un regard lucide sur l'Allemagne de son temps, sur l'Allemagne de l'après-guerre, sur ces personnes-là qui ont à vivre avec le fait que des fois eux-mêmes ou leurs parents ou leurs grands-parents ont un peu commis des horreurs.
Et ce que j'aime dans son écriture, c'est qu'il n'y a jamais de poncif. Il va se fier au lecteur pour faire la part des choses. Il va présenter des personnages faits tout en nuances. Il n'y a personne qui est parfait. Souvent, on comprend comment ils ont pu en arriver là, même si on dit oui, mais pourquoi? Bref, ici, on rencontre Caspar. Caspar est en Allemagne de l'Ouest. En fait, non, c'est maintenant dans une Allemagne réunifiée, mais il est né en Allemagne de l'Ouest et il a marié une jeune fille de l'Allemagne de l'Est qui s'appelait Birgit. Pourquoi c'est important? C'est qu'il a fallu qu'il la fasse passer la frontière alors que c'était interdit. Ils étaient amoureux, ils ont fait une vie ensemble, mais Birgit, elle est restée dans un mode assez autodestructeur. Et lui passait tout, il lui pardonnait tout, il l'aimait terriblement. L'histoire commence alors que Caspar, il retrouve Birgit morte dans son bain et après un peu de deuil, il n'y a pas le choix, il décide de lire ses papiers et là, il va trouver l'histoire, la vraie histoire de sa femme et il va pouvoir la comprendre. Et ça, cette mise en abîme-là, j'ai tellement trouvé ça bien fait, c'est incroyable. C'est-à-dire qu'en la lisant, elle, on comprend comment deux êtres peuvent vivre ensemble, mais jamais se comprendre vraiment. On a les deux regards sur les choses, sur la rencontre, sur la façon dont ils ont fait leur vie. Et ce qu'on apprend, entre autres, dans ces écrits-là, c'est que Birgit, elle a laissé un bébé en Allemagne de l'Est, un bébé dont elle ne voulait pas, et maintenant, elle aurait une petite fille. Donc, Caspar, lui, il va décider de retrouver cette petite fille-là et de la prendre dans sa famille. La dite petite fille, elle est dans une famille assez particulière. Comment on dit? Völkisch? En tout cas, son père, là, oh mon Dieu, c'est un homme d'extrême droite, néo-nazi. En fait, il est totalement négationniste. Il est persuadé que toute l'histoire racontée du point de vue du monde entier, c'est l'histoire des gagnants. C'est pas ça qui s'est passé. Il n'y a pas eu d'Holocauste. Bref, l'idole de la petite fille, c'est un médecin nazi dans les camps de concentration. Ouais. Caspar, avec toute sa belle naïveté, il va essayer de lui faire voir un peu les choses autrement, sans jamais juger. Il va lui faire découvrir l'art, la musique. Et cette relation-là, c'est limite évanescent comme truc. T'sais, la petite fille, Sigrun, elle a 14 ans, elle a des réflexions qu'une enfant de 14 ans ne devrait pas avoir. C'est extrêmement particulier. Ça parle de la remontée du nazisme en Allemagne. Ça parle un peu de la nostalgie des anciennes époques. C'est super bien fait. Et on a la délicatesse de Schlink. J'ai beaucoup aimé et je me suis rappelé pourquoi j'aimais cet auteur-là. Le prochain roman dont je vais vous parler, c'est Weird, but Good Weird. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Je vais vous parler de We Ride Upon Sticks, c'est de Quan Barry. Et ma foi, comment vous parler de ça? Ça parle de hockey sur gazon. Genre, on suit une équipe de hockey sur gazon. Puis oui, le sport est au centre, mais c'est pas de ça qu'on parle. Je suis pas claire, hein? C'est normal. On est à la fin des années 80, on est en 89, on est clairement immergé dans cette époque-là. On a la psychologie de cette époque-là, les références de cette époque-là, et moi, j'avais 13 ans, ils en ont 17, 18, donc c'est ça. C'est tellement ça que d'être ado dans ces années-là. C'est incroyablement bien réussi à cet effet-là. Les références. Les références, je suis une fille de référence, je pense que je l'ai déjà dit, mais on a vraiment la façon de penser qui est là aussi. Et on réalise à quel point ça pouvait peser le regard masculin, le féminisme qui était clairement pas ce qu'il est maintenant, le racisme, l'homophobie, bref, tout y passe, mais c'est jamais in your face et c'est surtout très, très ancré dans son époque. Mais de quoi ça parle? On a une équipe de field hockey féminine, sauf un gars qui veut jouer avec les filles, mais ils sont poches, c'est épouvantable. Jusqu'à ce qu'un jour, elle s'essaie à la magie noire dans un cahier avec Emilio Estevez sur la couverture, et bizarrement, elles vont commencer à gagner. Ah oui, j'ai oublié de vous dire que la ville dans laquelle ça se passe, c'était anciennement Salem Village ou Town, un des deux. Bref, la place où il y a eu les sorcières de Salem. A-t-on affaire à de la sorcellerie? Il n'y a pas de personnage principal. On va s'attacher à chacun des personnages. Je vous ai dit que c'était au nous à la narration tout à l'heure, ouais. Ils sont tous différents, ils ont des familles différentes, des défis différents, des backgrounds différents. Mais malgré tout, chacune va vivre ensemble le passage à l'âge adulte. Chacune va choisir ce qu'elle veut garder ou rejeter des conventions et elles vont devenir une équipe. Ça a l'air cheesy, mais elles vont grandir ensemble et ça, c'est fantabuleux. Et je me rappelle que là-dedans, il y a un personnage qui s'appelle The Cloud. Qu'est-ce que c'est The Cloud? Ceux qui étaient dans les années 80 savent. Tu sais, c'est les toupettes crêpées, là. Tu sais, qui étaient gros. Bon, ben, il y en a un qui parle, genre, et qui a des sentiments. J'adore. Bon, c'est bizarre. Il faut avoir le goût de lire quelque chose d'étrange, mais moi, j'ai adoré ce roman-là, un excellent moment de lecture. Mais je le conseillerais clairement pas à n'importe qui.
On va y aller maintenant avec Betty de Tiffany McDaniels. Je vous en ai parlé il y a très peu de temps dans la vidéo où je vous présentais les préférés de certains booktubers. C'était l'un des favoris de Cindy Landes l'année dernière. Donc là-dedans, on est avec une jeune fille qui est née d'une mère blanche et d'un père Cherokee. Cette jeune fille-là s'appelle Betty et elle évolue dans un monde dans les années 60 qui n'est clairement pas fait pour elle. Le racisme dans ce temps-là, il y en a encore beaucoup là, mais c'était vraiment plus in your face, il était même pas gêné. Donc son quotidien n'est pas toujours rose, à la maison c'est pas toujours rose non plus parce qu'on a une maman qui va pas bien du tout, mais on a le personnage du papa qui illumine ce livre-là, c'est incroyable. Il est nourri de légendes, il les rend fiers dans leur héritage, il est connecté avec la nature et il les aide à grandir. C'est une histoire de paternité, c'est une histoire de sororité aussi, parce qu'il y a certaines images entre les sœurs qui sont fabuleuses. Il y a des personnages là-dedans qu'on déteste, mais qu'on déteste. C'est incroyable ce qu'il leur fait vivre. On a une jeune fille qui va découvrir l'écriture et qui va tenter de s'en sortir par l'écriture. C'est une très très belle histoire. J'ai commencé le roman et je savais que j'allais aimer ça. J'ai adhéré à la plume tout de suite et au personnage du papa. Donc, je pense que là-dedans, c'est mon personnage préféré de toute l'année 2023, avec le narrateur de Tress. Ensuite, vous prendrez bien un peu de Pratchett. Okay, c'est une relecture, mais ça fait tellement longtemps que je l'ai pas lu que je peux vous en parler. Dans le fond, je continue la série du Disque-monde de Pratchett. À toutes les fois que je prends un Pratchett, c'est toujours dans mes lectures préférées. Puis j'ai de la difficulté à vous dire pourquoi, parce que c'est du grand n'importe quoi. C'est d'un humour fou, mais c'est intelligent, même si c'est stupide. Bref, j'adore ce qu'il fait. Et dans ce tome-là, on a Rincewind Rincevent qui est plus incompétent que jamais. C'est épouvantable. Il n'y a rien qui marche. Il va rencontrer des personnages qui vont un peu lui sauver la peau à chaque fois, mais qui sont pas mieux que lui non plus. Genre Conina la coiffeuse, la fille de Cohen le barbare, ouais, c'est ça. Il va jouer avec les stéréotypes du genre fantasy fantastique jusqu'à les déformer. J'adore sa façon de voir les choses. Et ici, dans Sorcellerie, va arriver un jeune garçon avec un bâton extra fort et il veut devenir le maître du monde. Puis il va presque réussir. Le seul qui s'oppose à lui, c'est un chapeau. Ouais, je vous l'avais dit, on est dans Pratchett. Bref, je suis fan. J'adore le bagage avec ses petites pattes. J'adore aussi toutes les notes de bas de page. Il faut que je lise la biographie, ma vie en notes de bas de page. C'est trop ça. Bref, Pratchett forever. Ensuite, un autre roman qui est très très déstabilisant qui s'appelle « Un jour ma fille est disparue dans la nuit de mon cerveau ». C'est de Stéphanie Calment et c'est étrange. En fait, ça va raconter l'histoire d'Emma. Emma, c'est une maman et un jour, elle va amener sa fille pour son anniversaire au parc d'attractions et sa fille va disparaître. Va s'en suivre une nuit épouvantable pour les parents, comme vous pouvez vous imaginer, mais le lendemain matin, la petite fille Nina, elle va revenir toute guillerette, elle a dormi chez quelqu'un et elle va très bien. Ça pourrait se terminer là et bien se terminer, mais pas tout à fait, parce que la petite Nina a l'air de Nina, elle agit comme Nina, elle sent Nina, mais Emma en est persuadée, ce n'est pas sa fille. Elle ne ressent pas cet attachement maternel, cet amour maternel. Elle est certaine que c'est pas elle. Est-ce elle? On va le voir, mais c'est un roman qui met terriblement mal à l'aise, mais un malaise parce qu'on voit la situation sous le regard de trois personnes différentes, c'est-à-dire Emma, qui est persuadée de son truc, son mari, qui est découragé, qui sait pas quoi faire, qui a le goût de la secouer, et de la petite Nina, qui essaie de se faire aimer de cette femme qui ne l'aime plus. Bref, comment dire? Les trois portraits sont extrêmement bien faits et c'est impossible de ne pas se demander qu'est-ce qui va advenir de ce personnage-là après, parce que si on pense à la petite Nina, si c'est la petite Nina, mais comment elle va sortir de ça par ce rejet de sa mère et la voir agir, la voir essayer, ça brise le cœur. Bref, un roman dérangeant, encore une fois, c'est pas long, ça a à peine 200 pages, donc si le thème ça vous intéresse, allez-y. Ensuite, un autre roman que j'ai beaucoup aimé et dont je vous ai parlé parce qu'il a gagné le prix des libraires du Québec cette année, c'est Les marins ne savent pas nager de Dominique Scali. C'est un roman que j'ai beaucoup de difficultés à vendre, j'ai de la difficulté à en parler, pourtant j'ai vraiment beaucoup aimé ça, j'ai adoré la plume, j'ai adoré l'histoire, j'y étais sur cette île-là. En fait, on est sur une île qui est à la merci des marées, c'est-à-dire que ceux qui habitent dans le bas, ben, à tout bout de champ, les marées vont monter, ça va être inondé, ils sont un petit peu mal pris. Et on a des gens qui habitent en ville, qui sont des citadins qui, eux, sont protégés et souvent le but de toutes ces personnes-là qui habitent hors les murs, c'est de devenir citadins. Notre personnage principal, c'est Danae
poussin d'Anaïs, sa particularité, c'est qu'elle sait nager, alors que personne sur cette île ne sait nager. Et c'est son histoire à elle qu'on va suivre et on se demande un peu qui nous la raconte, cette histoire-là, parce que ça a l'air d'être un résumé d'archives. C'est particulier. Je vous laisse voir. On va suivre là-dedans la quête de Danae qui veut monter, qui veut s'élever, qui veut changer de classe, mais qui doit se heurter à des règles qui ont été choisies par des gens qui ne veulent pas perdre leurs privilèges, souvent des hommes, et on va la voir évoluer tout au long de sa vie dans ce monde-là. C'est un personnage qui est clairement victime du système parce que l'égalité des chances, ça n'existe pas là non plus, mais que j'ai beaucoup aimé. Elle fait des erreurs, elle est clairement pas parfaite, elle a un but en tête, mais prend pas toujours le bon chemin pour y arriver. Mais surtout, moi, c'est la plume, c'est l'écriture. J'ai trouvé ça très, très beau, très poétique, mais très accessible aussi. Je me suis pas ennuyée, pas une seconde. Et moi, les parties qui parlaient de la politique, là, qui ont ennuyé beaucoup de gens, moi, j'ai adoré ça. Je suis bizarre, je l'ai déjà dit. C'est un roman qui est lent, j'avais l'impression d'entendre les grandes marées, d'entendre le vent, et j'aime toujours les atmosphères maritimes, c'est peut-être pour ça que ça a si bien fonctionné avec moi. Un autre roman dont j'ai de la difficulté à parler parce que c'est extrêmement difficile de dire de quoi ça parle, il s'agit de Lévis de papier de Rabi Alamedine. Bon, c'est pas évident là, mais je vais m'essayer quand même. On est à Beyrouth, au Liban, au 21e siècle, on est avec Alia, une femme qui a 72 ans, elle a les cheveux bleus, il est arrivé de quoi? Bref. Alia, elle est libraire et elle a eu une vie pas nécessairement facile. Alia, elle en a vu d'autres. La guerre, elle a marqué sa vie, elle a rythmé ses années et elle va se rappeler, elle va errer dans les rues de Beyrouth et se rappeler ce qui a été, ce qui est maintenant. Et c'est un peu ça. Si vous voulez aimer ce roman-là, il faut aimer ce genre de choses-là. Il faut accepter l'errance qu'on va vivre avec Alia, qui vit dans une bulle assez particulière parce que elle, les gens, c'est pas tant son trip. Elle a décidé de voir le monde à travers une bulle, à travers un miroir déformant celui de l'art. Et chaque année, elle va décider de commencer une traduction. C'est-à-dire, elle va traduire un roman en arabe. Mais elle part juste l'anglais et le français. Elle va choisir un roman qui a été écrit dans une autre langue, qui a été traduit, puis elle va le traduire après. J'ai pas trop compris pourquoi, mais il y a quelque chose peut-être que j'ai pas catché. Ouais, peut-être qu'il y a de quoi que j'ai pas catché. J'ai aimé ça. C'est un roman qui est exigeant. C'est bourré de références. Ils sont pas explicités, ils nous font chercher, ça nous donne envie de lire une liste de livres, là, c'est incroyable. Alia, c'est une femme qui doit dealer quotidiennement avec ses traumas, avec son passé, avec sa famille. En fait, elle a été répudiée par un mari impuissant, puis c'est sûr, c'est de sa faute à elle. Bien entendu, si le machin lève pas, c'est de la faute de la femme. Clairement, ça ne peut être que ça. Et en plus de ça, sa famille à elle, ben, les femmes, ça vaut quand même moins que les hommes. T'sais. Son appart, elle, il est plus grand. Elle devrait donc le donner à son frère, puis il arrête pas, là. Il lâche pas. Donc, elle a choisi de s'éloigner de tout ça. Elle vit un petit peu coupée du monde, mais il va arriver un événement, la bulle va éclater, et bizarrement, elle va être obligée de côtoyer des gens, dont ses voisines, qui ne l'intéressaient absolument pas. Bref, Alia, après avoir passé des années barricadée dans un monde de papier, elle va devoir s'ouvrir un peu et affronter son passé, affronter ses craintes, affronter la réalité des femmes, parce que c'est un roman qui parle de femmes. C'est un homme, Rabi Alamedine, mais il a magnifiquement écrit ce personnage de femme-là qui existe, qui sonne vrai. C'est très, très bien fait. Ça parle de guerre, de filiation, de vieillissement. Ça parle de traduction aussi, tout ça au rythme des errances d'Alia à travers les rues de la ville. J'ai aimé ça. Si vous aimez les livres qui parlent de livres, c'est pour vous. Puis il faut avoir le goût de se casser la tête un petit peu quand même. On va passer aux bandes dessinées. C'est gênant cette année, j'ai presque pas lu de bandes dessinées. J'ai beaucoup aimé Feuilles volantes, j'ai aimé la narration entrecroisée, ça c'était bien. Mais celle dont j'ai choisi de vous parler aujourd'hui, c'est « Je pense que j'en aurai pas », c'est de Catherine Gauthier et ça parle de non-maternité. Pourquoi je vous en parle? Vous voyez le dessin là, c'est comme ça tout le long. Je vous montre un petit peu des planches là. Hop. Si vous aimez ce trait-là un peu au plomb, c'est pour vous. Moi, j'ai adoré le trait, j'ai adoré les dessins, j'ai adoré regarder ce livre-là autant que le lire. Je me suis interrompue. Je disais donc que la raison pourquoi je vous en parle, c'est que l'endroit où est le personnage dans cette bande dessinée-là, c'est exactement là où j'en étais il y a 12 ans. C'est ça. C'est ce qui se passait dans ma tête. C'est mon histoire de non-maternité. Maintenant, c'est très, très clair dans ma tête que j'ai jamais voulu d'enfant, vraiment. J'ai tout boycotté, je me suis organisée pour que ça fonctionne pas. Mais on est tellement conditionné par la société que c'est ça qu'il faut faire, que j'étais persuadée que je me marierais à 24 ans, j'aurais des enfants à 28, j'en aurais 3. Comme mes parents, c'est bizarre, tu sais, je suis tellement originale.
Mais dans ma tête, là, pour réussir sa vie, c'est ça qu'il fallait faire. Puis plus je vieillissais, plus je disais, ah, pas de suite. Ah non, pas de suite, plus tard, dans 2 ans. Tout le temps. Jusqu'à ce que je réalise qu'à un moment donné, ben, je pense que j'en aurais pas, puis c'est ça. Et là-dedans, c'est mon histoire, c'est exactement ça. C'est toutes les choses qu'on se fait dire, toutes ces petites phrases qui sont un peu assassines, mais que les gens nous disent pour bien faire. Et je trouve que l'autrice couvre une grande partie des cas de figure. C'est le fait, tu vas changer d'avis. Non, c'est pas arrivé. Et dans les romans, là, ça me gosse tellement quand le seul personnage qui est child-free, qui ne voulait pas d'enfant, décide soudainement que c'est la meilleure chose qui peut lui arriver, là. Je dis, oui, mais pourquoi? Vous regarderez La femme sans enfant, là, c'est toujours la méchante. S'il y a une criminelle, c'est elle. S'il y a une meurtrière, c'est elle. S'il y a une personne aigrie, c'est toujours elle. Tout le temps. Ça gosse. Et là-dedans, je trouve vraiment que l'autrice a réussi à ramener beaucoup de choses. Et il y a également des témoignages de femmes qui n'ont pas eu d'enfants pour différentes raisons. C'est super intéressant, super bien fait. Je recommande. Une autre catégorie de romans que j'ai très peu lu cette année, c'est tout ce qui est jeunesse et young adult. Et c'est le party dehors. Vraiment. Excusez. Le premier livre que je vais vous présenter, il est comme un peu entre les deux. Je suis pas capable de déterminer à qui il s'adresse, mais c'est choupinou. Ça a été un moment de pur bonheur de lecture. Il s'agit de La Société très secrète des sorcières extraordinaires. C'est mignon, là. Ça n'a pas de bon sens. Il y a une romancée un peu Grumpy Sunshine, mais c'est surtout une très belle histoire d'amitié avec des personnages qui sont drôles, une famille choisie. Bref, on a une sorcière qui vit dans un monde où les sorcières, elles ne peuvent pas se rassembler pour se protéger elles-mêmes. Il faut que la magie reste secrète et la personne qui a élevé notre sorcière qui s'appelle Mika. C'est un peu elle qui chapeaute tout ça, puis ben Mika avait intérêt à marcher douette. Mais Mika, elle a décidé de créer une chaîne YouTube où elle faisait semblant d'être une sorcière, mais quelqu'un s'est rendu compte qu'elle en était probablement une et elle va se retrouver appelée à la maison nulle part par un drôle d'employeur qui s'appelle Ian avec 2 noms de famille, un vieux monsieur gay qui est hilarant, mais il est tellement drôle là. Oui, c'est un stéréotype, mais je l'aime d'amour, ce personnage-là. Mais je vous ai pas dit pourquoi elle a été appelée. En fait, c'est que dans cette maison-là, il y a 3 petites sœurs sorcières et clairement, elles ont besoin d'un professeur pour maîtriser leur magie. Et en plus de ça, il y a un vilain notaire qui a l'air décidé à déterrer des secrets puis à les mettre dans le trouble. Notre personnage principal qui a passé sa vie à ne pas s'attacher, à ne pas déménager, elle n'a pas d'amis, elle est très seule au monde, va soudain se retrouver avec une famille. Elle va s'attacher à tout le monde, mais il y a Jamie, le bibliothécaire, qui ne semble pas nécessairement d'accord avec son arrivée. Devinez la suite. C'est chou, c'est mignon. Les petites sorcières, elles sont super drôles. Il y en a une qui s'appelle Terracotta. C'est n'importe quoi. Bien sûr qu'on avait deviné la fin, mais c'est pas grave. C'est mignon, c'est chou, ça fait chaud au cœur. Un très joli feel-good. Ensuite, en jeunesse, c'est-à-dire middle grade, je dirais, mes 2 romans préférés, c'est 2 romans de l'École des loisirs. On a le 2e tome des Mémoires de la forêt qui s'appelle Les carnets de Cornelius Renard. On a encore une fois notre personnage principal qui est un renard et cette fois-ci, il va partir à la recherche des carnets de son grand-père qui a une drôle de maladie qui fait qu'il y a eu une genre d'explosion au cerveau et depuis, il ne parle plus. Bref, un AVC, parce que imaginez-vous qu'il y a un loup qui vient d'arriver et qui dit « La librairie, là, c'est pas au renard, c'est au loup, et j'ai les choses pour le prouver. » Archibald Renard, il est très triste et il décide de comprendre de quoi il s'agit. Si vous avez aimé le premier, vous allez aimer le 2e tome. C'est un petit peu le même schéma, c'est-à-dire qu'on va se promener, on va essayer de rencontrer des gens qui ont connu pour mieux comprendre l'histoire et c'est très beau. C'est mignon, il y a de superbes illustrations de Sanoé. Regardez, c'est trop beau. Et si on regarde à l'intérieur, c'est tout illustré. C'est une petite série que j'aime beaucoup. Le tome 3 est arrivé, je devrais le lire en 2024. Ensuite, un roman que j'ai lu en avril dernier, Les Sœurs Hiver. Puis oui, ici en avril, c'est encore l'hiver. Croyez-moi, on est dans la neige jusqu'aux oreilles. Ici, ça parle de mythologie nordique. On est avec un personnage dont l'oncle est parti à la recherche des trolls parce que, imaginez-vous, l'une des 2 sœurs Hiver, la petite Hiver, celle qui est mignonne avec des petits flocons, a disparu. Il ne reste que la grande dans le village de Brume. Ça va pas bien du tout, ce sont toujours des grands vents. Et notre petit garçon va décider de partir à la recherche de son oncle. Bon, je dis petit, il est peut-être pas si petit que ça.
On a une très très belle plume, c'est poétique, c'est féerique. On a un petit garçon qui est parfois triste pour rien, c'est-à-dire c'est une très très belle représentation de la dépression. Il se trouve des traits communs avec Loki, le dieu farceur, qui ne fait pas toujours des farces drôles. Il y a des aspects mythologiques qui sont super bien intégrés au récit, ça parle de famille, d'amitié, d'acceptation, de mémoire, il y a beaucoup de diversité là-dedans. Bref, c'est un roman qui m'a beaucoup plu, puis j'en garde un très très bon souvenir. Vous pensiez pas que ça allait arriver, hein? C'est la fin de mes mentions spéciales. La prochaine vidéo, ça va être mes déceptions. Vous allez voir, ça va être moins long. Je vais vous poser la même question que dans la vidéo précédente. Je veux connaître vos meilleures lectures, ou du moins vos lectures les plus distrayantes, les meilleurs moments de lecture sur le coup. Dites-moi tout. Ah oui, on va le faire facile. Cette fois-là, on va mettre un petit emoji avec un petit bonhomme qui sourit parce qu'il est heureux de lire. Si vous avez aimé la vidéo, un like serait très très apprécié. Vous pouvez également la commenter, j'adore les commentaires, vous pouvez la partager ou, soyons fous, vous abonner à ma chaîne si mon contenu vous intéresse. Sur ce, je vous souhaite de bonnes lectures et à la prochaine!